Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui, mais il m'est impossible de me déplacer en ce moment. Tout d'abord, afin d'aborder la question des réseaux pédocriminels des élites, je vais brièvement résumer mon histoire. À l'âge de 4 ans, ma fille Amandine m'a révélé s'être faite agresser sexuellement par le neveu de mon ex-femme et sa demi-sœur. Ma première réaction a été d'en parler à mon ex-femme. Mais mon ex-femme a choisi de protéger les agresseurs plutôt que de protéger sa plus jeune fille. Donc il faut savoir que dans toutes ces histoires-là, il y a souvent des parents qui sont complices. Donc là, c'est la mère. Je décide donc de porter plainte à la gendarmerie de Louvain en Haute-Savoie. La plainte est classée sans suite par le procureur de l'époque. C'est à ce moment que je commence à avoir des doutes sur la justice de mon pays. Mes doutes vont se renforcer quand, en faisant des recherches sur Internet, je découvre le témoignage d'une dame qui dénonce que ce procureur organisait tout près de chez moi des partous de pédophiles. Un procureur. Beaucoup de détails et surtout beaucoup de noms sont cités. C'est à ce moment que je comprends que ma fille vient d'entrer dans un réseau pédocriminel. Ma fille est tout d'abord placée dans un foyer douteux, puis rendue à la mère. Il y a une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, une AEMO, qui est décidée. Je ne peux voir ma fille qu'une fois par mois en visite donc médiatisée. Lors de ces entretiens avec les éducatrices qui font la mesure de l'AEMO, celle-ci me déclare que ce n'est pas si grave si le cousin d'Amandine, qui l'a agressé sexuellement, revient en son contact. À ce moment, je commence à publier timidement mon témoignage sur Internet et peu de temps après, je reçois mon message, donc de Sandrine Cachador, me disant qu'elle vit la même chose avec ses enfants. Pourtant, Sandrine vit à 800 km de chez moi. Il faut savoir que ce réseau est vraiment partout en France. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans toutes les préfectures. Je rencontre Sandrine, effectivement, ça se confirme, son histoire est similaire à la mienne, dans une autre région de France. Sandrine a 3 enfants dans les réseaux. Puis il y a un témoignage de Sylvie Effinger, que je rencontre également, pareil, bien qu'elle vive à 600 km de chez moi, c'est le même scénario. Je parcours donc les témoignages de parents protecteurs, et partout en France, c'est les mêmes histoires. Ils sont partout. J'ai donc la conviction qu'il n'y a pas plein de petits réseaux, mais un gigantesque réseau tentaculaire ayant des ramifications partout en France. Et j'ai compris une partie de son fonctionnement qui est le même dans tout le pays. Suite à un drame familial, par exemple, votre enfant violé par un oncle, un cousin, un père pervers, vous décidez de porter plainte à la police ou à la gendarmerie. Vous pensiez bien faire, mais vous venez sans le savoir de commettre une grave erreur, car dès cet instant, le réseau a déjà repéré votre enfant. Votre plainte sera classée sans suite et votre enfant sera placé pour une durée plus ou moins longue dans un foyer. Dans certains foyers, votre enfant subira une manipulation mentale et subira souvent des viols. Là, il sera conditionné et acceptera comme normal ces viols. L'enfant sera menacé, subira des pressions, l'enfant sera soumis. Une fois votre enfant reprogrammé, il sera rendu aux parents destructeurs. Il devra, en échange de protection, louer son enfant au réseau. Le parent protecteur subira des pressions, des menaces. On lui coupera ses allocations. On essaiera de lui faire perdre son travail. La justice essaiera de le faire passer pour un méchant ou pour un fou. Et surtout, on essaiera de l'effacer, de l'éloigner le plus possible de son ou de ses enfants. De faire oublier à l'enfant qu'il a un père ou une mère qui souhaite le protéger. Un réseau est une pieuvre où beaucoup d'organisations sont complices. Les mairies, les services sociaux, les médecins, les services de police et de gendarmerie, les écoles, et j'en passe. Le parent protecteur se trouve systématiquement débouté. Quand il fait une démarche, même anodine, sans rapport avec son frère, à la mairie ou à quelconque administration, il a un mal fou à obtenir des bulletins scolaires de ses enfants. Ou quant au dossier médical, il est impossible de l'obtenir. Tous les dossiers concernant nos enfants qui sont pris dans ces réseaux, on n'y a pas accès en tant que parents qui veulent les défendre. Mais pourquoi font-ils cela? Pour l'argent, mais pas seulement. Derrière cela se cache presque toujours une secte pédosatanique. Bien souvent la franc-maçonnerie. J'entends déjà certains d'entre vous me dire « Oui, mais les francs-maçons, ils ne sont pas tous mauvais ». Effectivement, la franc-maçonnerie est une secte qui comporte 33 niveaux, et dans les premiers niveaux, le jeune adepte est heureux. On lui fait miroiter plein de choses positives, et ce n'est pas dans les niveaux supérieurs qu'on l'initie au satanisme, s'il a un comportement pervers ou s'il est... Oui, c'est dans les niveaux supérieurs qu'on l'initie au satanisme,
s'il a des comportements pervers ou s'il est facilement corruptible. Il repère vraiment quand il recrute des francs-maçons au premier niveau, il repère vraiment s'il y a des gens qui sont corruptibles ou qui sont pervers, pour pouvoir les faire monter encore plus dans la perversion. Donc, il existe en France des satanistes qui pensent pouvoir acquérir la vie éternelle, la richesse, par la pratique de la sorcellerie et la magie noire. Certaines de vous, athées, ne croient pas à toutes ces choses-là. Mais c'est pas la peine d'y croire parce qu'ils le font. Et là, pourtant, tout le monde sait que tous les dimanches, les fidèles se réunissent dans les églises pour vénérer Dieu. Et ça, on le sait. Qu'on y croit ou on n'y croit pas. Qu'on croit à Dieu ou pas, on sait que ça se fait. Voilà. Et bien, en France, régulièrement, des fous se réunissent dans des lieux tenus secrets pour vénérer Satan. C'est aussi une réalité. Au cours de ces cérémonies, des animaux sont sacrifiés. Des bébés et des enfants sont violés et même tués. Et ils sont même cannibales. En France, un grand nombre de bébés sont nés sous X se finissent dans ces cérémonies. La sorcellerie et le satanisme ne datent pas d'hier, mais contrairement aux croyances, ces pratiques sont hélas toujours existantes. Une des histoires célèbres était celle de Joseph Balsamo, le comte de Cagliostro. Joseph Balsamo, franc-maçon du XVIIIe siècle, pensait avoir trouvé la recette d'un rituel qui lui assurait la vie éternelle et la richesse. Il se proposait d'en faire profiter certains de ses amis. Ce rituel devait être renouvelé régulièrement et devait se terminer par la mort violente d'un de ses invités. Cela n'empêche pas le comte Cagliostro de mourir le 26 août 1795. Donc, vraiment, tous ces rituels mènent toujours à la mort, quoi qu'il arrive. De quelqu'un, d'un bébé, d'un enfant, ou d'un adulte aussi. Voilà donc qu'il faut bien que toutes ces personnes présentes ici prennent conscience qu'elles ont affaire à des gens très organisés dans l'horreur. Je vais donc donner quelques conseils aux parents d'enfants victimes. Tout d'abord, tenez un journal. Consignez par écrit tout ce qui concerne votre enfant d'un détail qui vous semble insignifiant, mais qui aura peut-être de l'importance plus tard. Il faut tout enregistrer, les entretiens, les conversations téléphoniques, les audiences. Et surtout parler de votre affaire sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi en citant des noms. Mais vous pouvez par exemple mettre des initiales. Mais parlez de votre histoire, c'est important. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça reste du virtuel. Alors, ne restez pas dans le virtuel, essayez de rencontrer pour de vrai des gens dans la même situation que vous. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires pour tenir le coup et ne pas sombrer dans une méga déprime. Gardez la foi, que vous l'appeliez Dieu, Allah, Yahvé ou autre, ne perdez pas confiance en lui, priez à haute voix régulièrement. Lisez chaque jour à haute voix également un passage que vous avez choisi au hasard de votre livre saint. Et rendez-vous le plus possible dans votre lieu de culte, cela vous permettra certainement de faire connaissance de personnes qui seront sensibles à votre cause. Pour tout le monde, je sais que c'est difficile à faire, mais essayez de positiver, de garder toujours un espoir. Mettez sur votre mur, sans être excessif, des photos de vos enfants. Dites régulièrement à haute voix le prénom de votre enfant. Reviens à la maison. Il est important de dire cette phrase au présent. Il faut vraiment positiver quand on est dans une situation, il n'y a pas le choix, de toute façon, pour survivre. Voilà. Alors, enfin, je vais vous révéler mon petit secret pour les jours de post-déprime. Il faut chanter. Oui, même si vous chantez faux, vous vous en foutez, vous mettez un CD que vous aimez bien et vous chantez. Voilà. C'est le conseil donc de Yann. Je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage. Celles et ceux qui veulent me contacter peuvent le faire à l'adresse que je vous passerai si vous voulez. Voilà. Donc c'est le témoignage de Yann Lopez qu'on a beaucoup critiqué, qui a subi lui aussi quand il était enfant. Donc voilà, les gens qui osent dénoncer, mais qui ont subi aussi eux-mêmes quand ils étaient enfants, ne sont pas parfaits. C'est une réalité. Voilà. Et c'est tout à fait compréhensible. Seulement, on peut faire croire ceux qui paraissent parfaits, qui ont une bonne situation financière, plutôt que des gens qui souffrent, qui dépriment, qui sont perturbés. Et ceux-là, on ne les croit pas. C'est facile. Donc, il faut bien comprendre aussi comment ils arrivent à discréditer toutes nos affaires. Parce que c'est quand même facile d'agresser les enfants d'anciennes victimes. Voilà.